dans votre vie, si vous êtes juste concentré sur le revenu, on arrive à quoi comme société? Ça reste bloqué, quoi. Une société où il y a que des perdants. Parce que l'argent, ça n'a jamais résolu les problèmes de personne. Jamais. Les problèmes qu'on a, c'est tous les mêmes. C'est la reconnaissance et on n'a que des problèmes, en fait, légaux ou relationnels. Mais enfin, l'argent, c'est un cache-misère pour moi. Bienvenue dans Dialogue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Caroline Mignot, entrepreneure audacieuse et experte en growth marketing. Elle est aussi à l'origine du podcast Marketing Square, devenue une référence pour tous ceux qui veulent booster leur visibilité et leur business. Avec un parcours marqué par l'innovation et une approche stratégique du marketing digital, Caroline partage son expertise à travers ses contenus, ses conférences et ses projets entrepreneuriaux. Ensemble, nous avons parlé d'entrepreneuriat, de branding et de l'impact du marketing dans un monde en constante évolution. Bonne écoute! Imaginons, on ne se connaît pas, on se croise dans un ascenseur et tu as 1 minute pour te présenter en quelques mots. Qu'est-ce que tu veux dire ? Le elevator pitch, mais de 1 minute quand même. Ouais, c'est une grande 1 minute ou quelques mots, ouais. Je m'appelle Caroline, je suis passionnée de marketing. Ma conviction, c'est que le marketing doit devenir personnel, que plus personne n'a envie de suivre des marques, des entreprises, que tout le monde en a ras-le-bol des discours corpos. Les gens veulent parler à des gens, ils veulent qu'on leur parle aussi comme à des humains. Et du coup, ce que je prône, c'est le personal branding, mais plus généralement, le futur du monde du travail doit être plus humain et le marketing doit aussi s'incarner et s'humaniser davantage. Et tu as toujours voulu faire ça, du marketing Ça s'est dessiné comment C'est marrant cette question. Non, j'ai pas toujours voulu faire ça. En fait, de base, je voulais être psychologue. Mais non. Et ce qui est assez rigolo, c'est que je trouve que mon métier n'est pas très loin du métier de psychologue. Parce que tu essaies de capter un peu ce qui se passe dans la tête de l'humain pour les séduire, quoi. Ouais. En fait, il y a plusieurs parties dans mon métier qui me font penser au métier de psychologue. La première, c'est que j'ai souvent des clients qui sont face à moi et qui se posent des questions sur l'image qu'ils projettent face aux autres. Okay. Et en fait, quand tu discutes avec des gens qui veulent travailler leur marque personnelle, on se rend compte que les questions qui sont posées sont des questions 100% qu'on pourrait te poser sur le divan, du genre, mais qu'est-ce que tu as vraiment envie d'accomplir dans la vie? C'est quoi ta vision? Quelle est la chose, le modèle de pensée que tu développes à contre-courant des autres? Et en fait, souvent, les gens, quand je leur pose ce genre de questions, ils me disent, mais c'est quoi cette séance? Et en même temps, c'est comme ça qu'on trouve un bon positionnement. Ouais. Et c'est comme ça aussi que le marketing qui fonctionne dans les startups dans lesquelles j'ai été, à chaque fois qu'on craquait le bon positionnement, c'était en se posant justement ces questions beaucoup moins conventionnelles que qu'est-ce que j'ai envie de vendre, à qui, pourquoi. C'est vraiment en allant creuser un peu en amont, vraiment l'ADN. Dans la raison d'être. Et du coup, la première phase, comme je te dis, c'est que je parle beaucoup avec des gens et je m'intéresse beaucoup à leur psychologie à eux et ils finissent par énormément se confier. À chaque fois qu'on parle aux gens de leur image publique, tu atterris dans des terrains très privés sur leurs croyances limitantes, ce qu'ils ont vécu, leur rôle modèle. Donc, c'est hyper deep et intrinsèque. Et ça permet finalement de déclencher plus tard vers la vente. En fait, et la deuxième partie, alors ceux-là sont déjà mes clients. D'accord. Et du coup, viennent me voir en me disant, j'ai un problème de positionnement. Okay. Donc, tu vois, chez Agence Personnelle, on s'occupe de créateurs, mais qui ne sont pas des créateurs de base. Ce sont des entrepreneurs qui se disent, aujourd'hui, j'ai une offre, j'ai un business qui tourne, mais j'ai pas de visibilité. Okay. Je veux développer mon image. Et quand tu développes l'image, tu vas creuser très loin à l'intérieur des humains. Et donc, ceux-là sont déjà mes clients. Et c'est l'aspect psychologue de mon métier, le premier. Et le deuxième, tu l'as très bien dit, c'est qu'en fait, aujourd'hui, dans ma vision du marketing, c'est aller décortiquer la data. Et décortiquer la data, c'est quoi? C'est décrypter le comportement humain. Comment ça se fait que, là, tu me posais une question sur les introductions. Ce qui est intéressant de voir sur les introductions, c'est quelle est la rétention, quel est le drop, à quel moment les gens partent dans ton intro, comment maximiser du coup la rétention, c'est-à-dire le nombre de personnes qui restent au terme de ton intro. Et en fait, le marketing, c'est la science de l'étude des humains. C'est qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau. Et c'est pas seulement lié à la consommation, c'est aussi lié parfois à la dopamine. Par exemple, l'expérience, Virginie. Qu'est-ce qui fait que dans un hôtel de luxe, c'est pas seulement faire dépenser les gens le plus possible. Qu'est-ce qui fait que dans un hôtel de luxe, par exemple, tu te sens unique, tu te sens inspiré, tu as des nouvelles idées. Clairement, l'expérience, la façon dont on te traite, tu te sens unique. La dopamine, c'est de la dopamine. Et le marketing, il crée de la dopamine. Ok. Et justement, tu me disais que tu voulais être psychologue. Donc, tu te retrouves un petit peu dans ton rôle aujourd'hui. Et quand tu étais petite, tu avais toujours voulu être psychologue aussi?
Déjà, je pense que quand j'étais petite, je me posais pas trop la question des métiers parce que j'étais déjà hyper occupée. Tu voulais pas être une princesse, une infirmière, une chanteuse. Princesse. Les princesses étaient souvent enfermées. J'ai remarqué ça dans les Disney très jeunes. Donc non, surtout pas être une princesse. Mais par contre, un truc qui m'a toujours botté, c'est que déjà enfant, j'avais envie d'avoir une vie de petite adulte. Et moi, j'avais déjà commencé très jeune à commercialiser des produits et des services auprès de mes parents et de leur entourage. Donc voilà, je commercialisais à ma mère des massages, soins du visage. J'allais chercher, en ce moment, ça se ferait plus du tout, mais j'allais chercher ces cigarettes. Du coup, et en échange, j'avais soit une pièce, soit 2 €, soit une pièce, soit des bonbons. Et en fait, j'ai toujours eu à cœur de rendre service aux autres. Et j'ai toujours aimé ce côté. Mais pas gratuitement. Apparemment. Et pas gratuitement. Non. J'étais payée soit en nature, soit contre de l'argent. Non. Après, je faisais aussi des services gratuits à ma mère, évidemment. Mais tu vois, c'est marrant. Mes parents m'avaient même, à un moment, indexé mon argent de poche sur mes résultats scolaires. Excellent. Et du coup, quand j'avais un 20, je devais avoir, je sais pas, 10 francs. Et c'est drôle ce que tu dis, parce que c'est vrai que tout de suite, j'ai vu l'argent comme une bonne énergie, une énergie de récompense. Oui, c'est ça booste en fait, finalement. Et nous, on s'est rencontrés il y a tout juste 1 an. Ouais, j'allais dire, c'est notre anniversaire. C'est notre anniversaire, exactement. À l'ambassade des États-Unis, où tu intervenais. Et est-ce que tu peux nous raconter, parce que toi, tu as une petite expérience aux États-Unis et tu as un lien particulier avec les US qui a façonné finalement la femme que tu es aujourd'hui. Alors, j'ai vraiment un coup de cœur pour New York. Je dirais pas les États-Unis en général. D'accord. Toi, tu étais à New York. Ouais, j'étais à New York et pendant longtemps, en fait, j'ai eu quelques relations à New York. Je suis restée 8 ans là-bas et j'étais tout le temps là. Quel âge à peu près? C'était à partir de 21. Je suis partie à 21 ans. D'accord. Et je suis rentrée à 28 ans et demi. C'est trop une phrase de kidulte, le et demi. Mais je suis assez mauvaise avec les dates. Donc après l'école. Ouais. Et c'est vrai que tout au long de mes relations, mes amis m'ont souvent dit cette phrase qui m'avait marquée. Ils m'avaient dit, en fait, toi, tu choisiras toujours New York contre un mec. Et c'est vrai que j'avais des relations amoureuses. Et en fait, à chaque fois que mes copains rentraient, tout le monde s'attendait un peu à que tu suives. Ouais, tout le monde s'attendait à ce que je rentre. Et la question, en fait, ne s'est jamais posée. Enfin, si j'exagère, la question s'est posée une fois. J'ai une très, très belle histoire d'amour, mais qui s'est finie parce qu'en fait, moi, c'était New York. Et du coup, c'est vrai que c'est rigolo. Je suis tombée presque amoureuse de cette ville. Et je pense qu'elle m'a sauvée aussi de plein de choses. Et c'était de toi qui voulais aller là-bas? Ou c'était que tu voulais plutôt quitter la France pour partir à l'aventure? Ou c'était vraiment New York qui t'attirait? C'était ni l'un ni l'autre. Ouais. New York m'attirait absolument pas parce que j'étais une adolescente rebelle et un petit peu anti-système. Et du coup, le pays des burgers, c'était pas trop ce qui me faisait rêver. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un très mauvais niveau d'anglais, que je travaillais à la fac tous les soirs et que quand je me suis retrouvée en école, comme j'avais loupé tous les cours d'anglais qui étaient, je te le donne en 1000, le soir, et ben, j'ai eu un niveau catastrophique. Et autant j'ai toujours été bonne élève, autant là, je me suis retrouvée avec une moyenne en anglais, 2 ans sans pratiquer l'anglais. Oui, tu t'es dit, il faut faire quelque chose, quoi. Je me suis dit, il faut faire quelque chose. Mes profs ont dit, comment c'est possible? J'avais vraiment des super résultats. Et à côté de ça, en anglais, j'étais la plus merdique du dernier groupe. C'est-à-dire que moi, j'étais le genre d'élève en anglais où quand je commençais à parler d'une voix chevrotante au fond de la classe, tout le monde se retournait tellement j'avais un accent pitoyable, tellement je savais rien dire et tellement les gens se disaient « Wow, c'est quoi cette phrase? Respecte un peu la langue !» Enfin, vraiment, j'étais une super mauvaise élève et j'ai mis beaucoup de temps à rattraper ce retard de 2 ans. Et je pense que ça, c'est un truc que j'ai souvent ressenti dans ma vie. Quand tu sens que tu es très mauvais quelque part, tu te crées facilement un blocage et c'est très, très dur d'en sortir. Et en fait, cette étiquette de « j'ai un mauvais anglais », elle me fait encore souffrir aujourd'hui parce que j'ai tellement pris l'habitude de souffrir à cause de mon mauvais anglais. Qu'on te fasse la réflexion, qu'on te critique. Je pense que c'est comme, tu vois, je te donne un exemple tout bête. J'ai des amis qui se sont fait refaire le nez parce que toute leur enfance, on leur a dit qu'elles avaient un sale nez. Et en fait, aujourd'hui, elles ont un nouveau nez de magazine et elles aiment toujours pas leur nez. Parce qu'en fait, quand tu as souffert à cause de ça, c'est jamais vraiment guéri. Et du coup, je suis partie aux États-Unis parce que j'avais cette blessure sur l'anglais et j'ai essayé de la soigner là-bas. Quelle a été ta transition, du coup? Après, tu es rentrée de façon un peu brutale en France. Et raconte-nous comment ça s'est passé? Quelle a été cette rupture?
Et comment tu t'es reconstruite? Comment tu as rebondi finalement pour en arriver au business d'aujourd'hui, en fait? C'est une nouvelle fonction que tu as. En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme aux US, il y a un espèce d'état d'esprit d'urgence en permanence et que moi, j'ai un très, très gros complexe d'excellence. Donc, j'ai grandi dans un univers où il fallait être excellent, sinon rien. Syndrome de la bonne élève à fond. OK. Encore hier, tu vois, tu m'emmènes en conférence à vie. Oui. Il faudra que je sois au premier rang. Il faut que je sois attentive. Il faut que je pose des questions. Et en fait, c'est marrant parce que je me suis retrouvée là-bas, dans cette ville qui finalement, m'a plutôt tirée vers le haut parce que, comme tout de suite, j'ai eu la culture là-bas de je vais pouvoir progresser si je suis bonne, là où en France, c'est plutôt indexé sur ton âge. C'est-à-dire que même si tu es excellent en France, tu peux pas pousser les murs. Tu peux pas devenir manager, par exemple, si tu n'as pas 3 ans d'expérience, même si tes résultats sont indécents. Et en fait, ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que moi, qui étais une énorme bosseuse, qui avait toujours le souci de bien faire, de l'excellence, en fait, là-bas, je suis tombée sur des gens qui m'ont jamais bridée et qui m'ont dit « Tu veux bosser plus ? Bien sûr, tu veux bosser les soirs et les week-ends ? Oui, vas-y. Ah, tu veux gagner plus ? Si tes résultats le permettent. Ah, tu veux rester plus longtemps ? Si tes résultats te permettent. » En fait, à chaque fois, on m'a dit « Tant que tu as des résultats, ça continuera. » Et quand tu dis ça à quelqu'un, ça booste, qui a soif d'excellence, moi, c'est pour ça que souvent on dit New York, c'est une ville, soit ça passe, soit ça casse. Et si tu peux réussir à New York, tu réussiras partout. C'est parce qu'il y a cet état d'esprit dans cette ville où, en fait, si tu peux tenir, tu peux aller très, très loin. La cadence, elle est élevée. Mais si tu veux, il y a de la place pour ceux qui bossent énormément. Alors, ça peut être aussi un petit peu toxique. Et avec le recul, je me suis retrouvée dans des univers. Maintenant, quand je vais sur LinkedIn et que je vois ce qui se dit sur la RSE, le bonheur au travail, je me dis, waouh, t'en étais loin, oui. Ah ouais. J'étais dans beaucoup d'entreprises très toxiques, mais sans m'en rendre compte parce que comme il y a cette culture du visa, où en fait ton employeur te sponsorise, le mot et pèse son poids. Ça veut tout dire. C'est en fait, on paye ton visa pour que tu sois là. Et du coup, tu as un sentiment, je vais pas dire que c'est le syndrome de Stockholm, mais tu as la sensation que grâce à ton employeur, tu as le droit de travailler. Oui, tu es redevable en fait, complètement. Et souvent, ils tiennent les Français comme ça. Et les Français à New York sont très peu augmentés quand ils sont sous visa. Parce que tout simplement, ton visa a une espérance de vie de 3 ans, par exemple. En fait, tu ne peux pas partir. Et si tu dois changer d'entreprise, tu dois changer de visa. Et les visas sont pas donnés. Et plus tu as de l'ancienneté, moins les visas sont donnés. Parce que les administrations se méfient. Voilà, c'est un truc que l'ambassade des États-Unis nous confirmera très facilement. Mais en gros, donc ils tiennent en fait, ils tiennent les collaborateurs. Ils tiennent les collaborateurs comme ça. Et toi, du coup, est-ce que tu as eu un problème de visa? Tu as eu c'est exactement ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été débauchée par un job de rêve au bout de 8 ans de bons et loyaux services. T'étais dans quel secteur? J'étais à ce moment-là dans les bijoux. J'avais lancé une start-up qui s'appelait Emma et Chloé. Aux États-Unis. Et en fait, ça se développe bien, on est super contents, on fait beaucoup de partenariats. Et moi, donc, tu étais déjà dans le mood entrepreneuriat et tu avais déjà lancé ta boîte. En fait, Virginie, je l'ai toujours été. Ok. Mais je savais même pas. En fait, moi, je pensais que l'entrepreneuriat, c'était pour les autres. Je suis fille de fonctionnaire. Mes parents ils m'ont aimée comme pas possible, mais ils m'ont jamais poussée à construire quelque chose de toi-même. Non, moi, je viens d'une famille, l'entrepreneuriat, ça fait peur à mes parents. J'avais 1 200 € de crédit à rembourser. Et quand j'ai quitté mon CDI, vraiment, mes 2 parents étaient très inquiets que je ne puisse pas rembourser 1 200 € par mois. Et j'ai vraiment... je pense que le fait d'avoir été fonctionnaire, d'avoir été dans la fonction publique, mes parents ont une vision très linéaire de la carrière. Très rassurée. Vraiment, on a besoin d'être rassuré. Aussi, mais je pense que c'est pas les mêmes générations, tu vois, et que le secteur public, en fait, même si tu as d'excellents résultats, c'est des plans de carrière. C'est très linéaire. Aujourd'hui, on le voit, les carrières se délinéarisent complètement. Et tu vois qu'en fait, un mec qui a 23 ans, s'il cartonne, il passe bras droit du CEO. Au final, il peut passer CEO dans 5 ans. Et en fait, de plus en plus, on est même jeuniste en France. Mais ça, c'était pas valable sur la génération d'avant, où il fallait attendre, il y avait des grilles. Ouais, c'est vrai, c'est très vrai. Et du coup, c'est ce qui t'a poussé, toi, finalement, à t'accomplir, à te réaliser par toi-même et à monter ta boîte déjà aux États-Unis, pas à New York. En fait, je pense que j'avais un état d'esprit entrepreneurial parce que j'étais une énorme bosseuse et qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui bossaient autant que moi. En entreprise, tu veux dire? J'étais le fantasme. En fait, tout le monde me disait « Ah, mais comment tu fais pour toujours retrouver des jobs ?» Et je n'avais pas mis le doigt. Moi, je me disais « Ah, parce que je suis sympathique, parce que j'ai des bons résultats, parce que j'ai des recos. » Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'arrivais en entretien et je disais « C'est simple.
s'il y a un truc sur la fiche que je sais pas encore faire, dans 1 an, je serai la meilleure là-dedans. Et je disais, en fait, je suis pas la meilleure à l'instant T, mais je vais tellement bosser. Tout donner pour y arriver. Et en fait, quelqu'un qui te dit ça en entretien, c'est pour ça maintenant, quand on me demande de l'aide pour les entretiens, je dis ça marche tout le temps. Parce qu'en fait, les employeurs... Ouais, mais il faut assurer derrière. Faut pas... Voilà, c'est ça aussi. C'est vrai. Parce que c'est facile aussi de se vendre en entretien. Ouais. Et il y a pas mal de... Mais c'est pas si facile que ça, Virginie. Ouais. C'est pas si facile. Pas facile, mais je veux dire, il y a peut-être beaucoup de gens qui sont très forts en pitch pour peut-être se vendre soi. Et après, une fois qu'ils sont dans la boîte, il faut faire le travail derrière, quoi. Oui, c'est vrai. C'est pas... Après, j'ai l'impression, mais c'est peut-être naïf ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que quand tu y crois pas vraiment, ça se sent aussi. Ouais, c'est pas faux. Et puis, ça se sent dans tes recommandations. Et moi, si tu vas voir mes recos LinkedIn de l'époque, tu verras déjà les RH qui disaient elle bossait jusqu'à pas d'heure. Et c'est vrai que quand tu vois ça, mais je suis d'accord avec toi, il y a aussi des gens très poudre aux yeux. Et je pense que la France, malheureusement, crée ce climat-là. Parce que comme en France, on est un peu conditionné à la période d'essai. Oui. En fait, il y a beaucoup de gens qui créent une duplicité naturelle qui est une protection de en fait, il faut que je me tienne bien jusqu'à la fin de la période d'essai. Aux États-Unis, la période d'essai, c'est toute ta vie. Donc, en fait, il y a moins ce besoin de se masquer parce qu'en fait, tout de suite, les ricains, ils se disent il faut qu'on trouve un perfect match parce que... oui, tu es sur la sellette tout le temps, finalement. Sur la sellette tout le temps. Et du coup, en France, effectivement, j'ai beaucoup... Et là, ce que tu dis, en fait, ça résonne. Moi, j'ai pas cette vision-là parce que j'ai encore beaucoup la vision de là-bas. Mais en France, c'est vrai qu'il y a beaucoup ce problème de... Il était génial en entretien. Il était super dans les premières semaines. Il a validé la période d'essai et là, crac. Mais il y a moins, honnêtement, un petit peu moins ça là-bas. En tout cas, moi, je l'ai jamais trop ressenti. Même dans les entretiens que je faisais passer, j'avais l'impression que soit le mec était super motivé et en fait, il allait délivrer. Il y en a qui s'épuisent aussi. Ça, moi, je me suis déjà épuisée dans des jobs. Et je me suis déjà aussi laissée décourager dans des jobs où j'ai voulu faire beaucoup. Et en fait, on me disait, mais... Tranquille. Et justement, on arrive à du coup, si tu veux, je perds mon visa du jour au lendemain parce que j'ai été débauchée par une boîte qui m'a dit ce que tu as fait dans les bijoux, on veut que tu fasses la même chose chez nous. Boîte de mode, trop sympa. Ils me promettent une carrière en retail. J'avais jamais fait de retail. C'est les réseaux de distribution physique. Je pense que ça me fait fantasmer personne à part moi. C'est pourtant un prometteur, quoi, le retail, quand même. En fait, j'avais l'expérience e-commerce. J'avais fait beaucoup d'acquisitions. Et du coup, l'acquisition, c'est comment aller chercher des clients très vite. J'étais très, très forte en publicité. En fait, j'avais tout le online. SEO, SEA. Déjà à l'époque, donc c'était assez précurseur. Oui, j'étais tard dans ma carrière quand je me suis pris ma veste. J'avais déjà 28 balais. Donc, ça faisait longtemps que je bossais jour et nuit au service des autres. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, je vais avoir la dernière brique. Et la dernière brique, c'était la distribution physique, parce que moi, mon rêve, c'était d'être CMO. Je voulais être CMO d'une grosse... Donc, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, donc directrice marketing. Exactement. D'une boîte. Et c'est un mot très start-up, parce que moi, en fait, je me suis dit, je veux être CMO d'une super boîte en hyper croissance. Oui, c'était une fin en soi pour toi. Exactement. Et du coup, la brique retail, il me la fallait, comme au Monopoly. C'était la pièce manquante. Et j'ai signé sans trop réfléchir. J'avais d'autres opportunités. J'ai dit non. J'ai pris celle-là. Et je suis rentrée en France faire mon visa. Et ils ont changé d'avis pendant les démarches de visa. Ah oui, donc tu étais en France juste pour ton visa. Oui. Et tu n'es pas reparti. J'ai fait c'était les vacances les plus longues de ma vie, elles sont toujours pas finies. Je suis rentrée, les gars. Ouais, et c'est ce qui a été dur, c'est que j'ai dû expliquer à mes amis que j'allais pas rentrer. J'ai dû expliquer à mes amis et mes proches qu'en fait, c'était ma vraie vie. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu le côté, j'ai pas eu une farewell party, j'ai pas eu... Mais du coup, ça devait être une vraie claque pour toi qui était si perfectionniste, bonne élève. Et tu t'es dit, mais tout s'effondre, tout ce que j'avais prévu s'effondre en fait. Et quand tu es en France, tu repars de zéro. Comment tu as eu l'envie de recommencer, de repartir? Et qu'est-ce que tu as fait juste après, en fait? La sensation, c'est exactement la même. Et honnêtement, c'est un problème. Pour moi, c'est un problème de riche. Dans le sens où j'ai toujours eu mes parents pour me soutenir. J'ai toujours eu un toit au-dessus de la tête. Donc, en fait, ça n'atteint pas. C'est pas un pépin de santé. C'est pas un deuil. C'est pas une maladie. Oui, bien sûr. Mais pour toi, c'était vraiment le job de tes rêves, quoi. Mais c'est comme quand tu fais une partie de ouf dans les Sims ou dans Pokémon ou ce que vous voulez. Et en fait, tu perds toute ta partie.
Et t'as les larmes qui montent et tu te dis putain, tout ce que j'ai bossé, tout ça. C'est pour ça que je te dis, c'est un problème de riche. Et c'est pas très grave de perdre, entre guillemets, sa vie à New York. Tu vois, parfois, je m'entends et je me dis, ah là, c'est pas grave. Mais à ce moment-là, j'ai la sensation, effectivement, d'avoir perdu 8 ans de ma vie, ma partie, en fait. C'est pas sauvegardé, d'avoir pas sauvegardé ma partie et qu'on a débranché. Et ce qui me fait rebondir, c'est exactement ce que je t'ai dit. C'est pas grave. Et c'est ce que je dis aujourd'hui, tu vois, les entrepreneurs, il y en a plein. Je vois à quel point le business aujourd'hui est statutaire et salutaire. On s'accroche à ça parce qu'on se dit, on en a besoin. C'est la clé vers la reconnaissance. Et je dis toujours aux personnes, genre, c'est pas grave. On n'opère pas, on n'est pas chirurgien. C'est pas grave de planter une boîte. Tu peux en planter plusieurs. Moi, j'ai fermé 2 entreprises l'année dernière. Et dont une qui allait bien. Mais en fait, dans la vie, il faut que tu fasses des choix. Et c'est OK de dire, soit ça n'a pas marché, soit ça n'a pas marché autant pour que je continue à m'en occuper aussi. Et du coup, il faut débrancher. Et moi, j'adore une situation que tu as dite justement dans ton livre From Zero to Hero que tu m'avais gentiment dédicacé. C'était « La vie, c'est comme une montgolfière. Il faut lâcher ce qui nous plombe pour avancer. » Et c'est clairement ça, ce que tu disais, choisir ses combats et qu'il y a des choses plus graves et que tu peux quand même rebondir. Et ça, j'avais adoré. Et justement, quand on s'était rencontrés à l'ambassade des États-Unis, toi, tu étais là pour intervenir parce qu'on parlait de l'influence responsable. Alors aujourd'hui, toi, tu es très influente et très présente sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Insta, LinkedIn, bien sûr. Et là, tout nouveau, de plus en plus sur YouTube. Donc, tu dois être quand même assez sollicité pour des collaborations, des partenariats. Comment tu arrives à concilier ces collaborations avec tes valeurs, en fait? Je dis de pour que plus ça en reste plus éthique quand même. Oui, je dis de plus en plus non. C'est assez difficile et c'est un sujet sur lequel justement je me suis épanchée dans le livre. C'est en fait, tu as l'impression dans ta vie que plus tu montes, plus tu vas être aimé et tu vas pouvoir dire oui et faire ce que tu veux. Quand tu dis plus tu montes en visibilité, en présence sur les réseaux, en business. Ouais. Plus tu réussis, plus tu gravis les échelons, plus tu te dis tu vas être aux commandes de ta vie, pouvoir faire ce que tu veux, recevoir de l'amour, dédier ton temps à ce qui est important. Et en fait, la réalité, c'est que plus tu montes, plus tu dois apprendre à dire non. Parce que soit tout le monde essaye de te faire tomber, parce que tu es un enjeu. Avant, j'ai une concurrence. Et tu vois, j'ai déjeuné avec un de mes amis ce midi qui s'appelle Arthur Perticose et qui est un entrepreneur en série depuis qu'on était à l'école ensemble. Et lui, il n'a pas cessé d'entreprendre. Et en fait, quand j'ai commencé à lancer mon business, je lui ai dit « Mais Arthur, c'est trop bien d'être entrepreneur. Pourquoi tu ne m'avais pas dit? Je reçois tellement d'amour et tout. » Il m'a dit « Caro, attends quelques années. » Il m'a dit, là, t'es dans la lune de miel. Il m'a dit, quand tu vas vraiment réussir, et il m'a pas dit ça d'un air condescendant, c'est parce que vraiment, je commençais à réussir. Il m'a dit, Caro, quand tu vas vraiment réussir, tu vas revenir me voir et tu vas me dire, bon sang, j'ai jamais eu autant de problèmes dans ma vie. Et ça me fait frissonner ce que je te partage. C'est, en fait, toute ma vie, je me suis dit, plus tu réussis, plus tu te dis oui à toi, plus tu dis oui aux autres. Et en fait, la réalité, c'est que plus tu réussis, plus tu dois t'endurcir. Et en fait, plus le temps passe, plus je me dis, waouh, je comprends pourquoi les gens, quand ils ont réussi, ils sont imbuvables. C'est une putain de carapace parce que c'est vrai que qu'est-ce qu'on se fait attaquer. Plus le temps passe, plus je vois qu'il y a des gens qui m'en veulent alors que je leur ai rien fait, mais c'est parce que ils se disent que je leur fais de l'ombre, ou c'est un truc qu'ils voulaient faire avant eux, ou tu sais même pas ce que tu leur as fait, ou sinon tu leur as dit non. Et il y a des personnes qui ne supportent pas qu'on leur dise non. Tu vois, là, il y a une créatrice qui est venue me voir pour un consulting. Dans un premier temps, je lui ai dit, écoute, j'ai du temps ce vendredi, je te l'offre. Et du coup, je lui ai alloué 1h30 de mon temps. Et au final, elle m'a dit, je préférais finalement la semaine prochaine. Et je lui ai dit, écoute, ce vendredi-là, je faisais un Giving Friday, je donnais mon temps juste pour une journée. Et c'est hyper chouette parce que pas tout le monde le fait. J'essaye. C'est un cadeau. Le pire, c'est quand on se dit, j'essaye de pas trop être une enflure, mais en fait, imagine une enflure, comment tu te fais défoncer. Et du coup, je lui dis, pour la suite, si tu veux prendre rendez-vous, je lui envoie le lien de mon site. Elle m'a bloqué sur Insta. Donc en fait,
Plus tu as du succès, plus les gens, soit ils veulent te voir descendre, soit ils ont des attentes auxquelles tu peux pas forcément répondre, soit ils manquent d'empathie. Ils sont vite déçus, en fait, parce qu'ils idéalisent beaucoup la personne. Et si la personne ne répond pas comme il veut. Je pense pas qu'elle m'ait idéalisé, Virginie. Je pense qu'il y avait ce côté, elle me doit bien ça. Parce qu'en fait, elle est censée faire ça. Elle a besoin de moi. C'était pas du tout quelqu'un de très généreux avec moi, ou qui, tu vois, parce qu'il y a plein de gens qui me rendent énormément service, qui sont incroyables, qui m'encouragent tout le temps. Oui, et spontanément, gratuitement, sans attendre quelque chose en retour. Et c'était pas du tout ce sociotype-là, c'était plutôt, en fait, il y a plein de gens qui pensent que, et tous les créateurs te le diront, et ça m'étonne que tu ne le vives pas toi-même, des gens qui pensent que c'est dû, en fait, que tu devrais leur accorder ton temps pour les aider dans leur recherche d'emploi, pour... en ce moment, je me pose cette question-là. Ah bon, on peut pas s'appeler? Enfin, moi, sur Instagram, c'est assez hallucinant. Et les derniers, c'est ceux qui n'ont pas d'empathie, parce que quand tu as du succès, en fait, quelque part, ils te déshumanisent, et du coup, ils se disent, oui, pour qui elle se prend. Exactement, ouais. Donc, mais là, tu parles des personnes qui sont justement non bienveillantes. Mais pour en venir aux collabs, les marques, est-ce qu'elles se comportent comme ça comment elles te sollicitent et comment tu choisis tes collaborations? Tu arrives à dire non aussi? Oui, alors on dit de plus en plus non. Sur les collaborations, tu vois, c'est pareil, il y a parfois un petit peu des abus. Il y a plein de marques qui nous contactent. Quand tu dis nous, c'est par rapport à ta boîte de personal branding? Oui. Ou par rapport... Moi, je pensais plus toi, Caroline Mignot, qu'une marque qui veut faire une collaboration et que tu fasses des stories, des vidéos, etc. C'est une très bonne question, parce qu'en fait, je ne l'ai pas dit. Mais du coup, effectivement, quand je dis nous, ce n'est pas un dédoublement de la personnalité. C'est qu'en fait, aujourd'hui, ma visibilité, mon influence est gérée par agence personnelle. Ah, en fait, l'influence aussi, pas juste les vidéos. Oui, exactement. Ok, d'accord. En fait, ce que fait la promesse d'agence personnelle, c'est on te rend médiatique et on gère tout ton média. Donc, et nous, en fait, notre promesse marketing, c'est tu dépenses pour faire de la production média chez nous, tu gagnes des abonnés et on te fait rembourser ce que tu as dépensé en production, parce qu'on te décroche des partenariats, des conférences, des prises de parole avec des marques. Donc, en fait, nous, on connecte des marques et des créateurs. Et comme on a des gros créateurs, ce qui est aussi assez intéressant et vertueux, et ce qui ouvre l'économie des créateurs, c'est que les gros, quand ils prennent pas les contrats, on crée un effet waterfall de ruissellement vers les créateurs. Donc, c'est Arnaud, que tu connais, de Agence Personnelle, qui gère tous mes contrats avec les marques. Et parfois, on a effectivement des personnes qui viennent nous voir en nous disant, tu vois, ce que j'ai énormément, c'est on me propose de travailler en échange de visibilité sur, en plus, des marques et qui sont pas visibles. Du coup... Oui, ça t'apporte rien. Ce que je leur dis, c'est que sur les échanges de visibilité, si c'est pas une marque qui a une communauté plus grosse que la tienne, quid de l'intérêt? Quid de l'intérêt? Et en fait, moi, ça me va de faire des choses gratuitement, mais du coup, dans ces cas-là, il faut que ce soit une cause et un service. Faut pas que ce soit un partenariat. Un partenariat, normalement, c'est gagnant-gagnant. Rémunéré. Et là, quels sont, par exemple, les types de partenariats que tu acceptes et qui correspondent à tes valeurs? Et au contraire, est-ce que tu as un exemple d'une collab que tu as refusée parce que ça correspondait pas avec ton style de vie, ta façon de penser, par exemple? Alors, ce qui est important pour moi, le chaînon numéro 1, c'est faut que ce soit un produit ou un service que j'utilise vraiment. D'accord. C'est-à-dire, si je signe pas pour ça, si quand je vais sur la landing page, j'ai pas envie de l'acheter, ça va pas convertir. Je me dis, mon audience, c'est des lookalikes, c'est-à-dire des humains comme moi en langage marketing. Donc, des lookalikes, c'est des gens qui sont dans ta cible socio-démographique. Quand un sponsor vient me voir en espérant que via mon audience, il décroche de nouveaux clients, ma promesse à moi, c'est pas de lui livrer une story Insta ou un post LinkedIn. Ma promesse à moi, c'est d'arriver au résultat qui m'a fixé. Typiquement, hier, je faisais une conférence sur la retraite des femmes entrepreneurs. Je fais un post LinkedIn pour promouvoir l'événement. Mon objectif, c'est pas faire un post LinkedIn. Mon objectif, c'est OK, il y a combien d'inscrits? Ah, il y a 30 inscrits en présentiel. Ah, et en fait, c'est ça que je traque dans une collab. Donc, si le produit, j'ai pas envie de l'acheter moi-même, je vais pas le vendre. Oui, en fait, tu veux être vraiment hyper transparente et authentique avec tes abonnés, avec ton... Et même avec les marques. Et même avec les marques. Parce que si tu prends un ticket et que derrière, la marque, elle est pas contente, c'est la pire publicité de la Terre. C'est comme si tu laissais partir des clients en te laissant une note de 1 étoile. Faut pas les prendre.
Faut pas prendre des clients que tu peux pas servir, parce que ça, c'est le pire outrage que tu puisses faire à ton business. Et en plus, c'est déceptif, quoi. Et on est dans un milieu, Virginie, où on est là pour rester. Et en fait, le monde est très petit. Donc, si tu déçois un client, peut-être que tu es en train d'en perdre 10 autres à cause de ça. Et en plus, tu baisses ta valeur. Parce que ta valeur en influence, elle augmente sur toutes les personnes à qui tu dis non. Ça s'appelle la pollution d'audience. Et dès que tu acceptes un contrat, tu pollues ton audience, donc tu fais baisser ta valeur. Donc ça, il faut le savoir aussi. Oui, parce qu'on voit pas, excuse-moi, on voit plein d'influenceurs et de créateurs qui enchaînent les collaborations et on voit leur feed Instagram que des collabs. Et bah typiquement, moi, c'est pas forcément des personnes que je suis, mais que je suis allée consulter. Donc je suis allée consulter le feed. Et en fait, ça me donne pas envie d'acheter tel ou tel produit parce que je me dis, bah là, elle fait ça pour l'argent. Oui. Elle incarne pas forcément le produit et c'est pas un produit qu'elle aurait forcément acheté elle. Et tu m'amènes à la deuxième chose qui est hyper importante, c'est que quand tu es toi-même utilisateur, tu vas trouver une histoire marrante. C'est ça, tu as une storytelling à côté. C'est pas bonjour, voici telle crème. Voilà, avec une routine en mode j'utilise ça et derrière tu vois sur les stories quand elle ouvre son placard il y a pas du tout la même marque et c'est en fait je pense que ça c'est très court-termiste et je pense aussi pour excuser tous ceux qui le font pour l'instant il y a pas de mode d'emploi. C'est aussi un peu le problème et moi je comprends tous les créateurs, il y a plein de créateurs aujourd'hui qui ont pas beaucoup de partenariats et du coup quand tu as une marque qui te donne un ticket et que ça te permet de payer ton loyer, en fait c'est normal quand tu te lances. C'est plus embêtant quand tu es déjà lancé. Et pour te donner l'exemple du coup de parfois des propositions aberrantes que j'ai. Alors, ce que j'ai le plus... Donne-nous des petites anecdotes. Ce que j'ai le plus, et ça va parler à toutes les femmes qui nous écoutent, c'est on gère 200 créateurs à agence personnelle. Ça tombe tout le temps sur les nanas, le travail pas payé. Hello, est-ce que Virginie serait d'accord de venir former nos collaborateurs sur tel sujet? Ah bon, mais du coup, il n'y a pas de budget alloué? Ah bah, mais non, mais elle aura certainement des opportunités au sortir de la conférence. Est-ce que quand tu vas acheter ton pain à la boulangerie, la boulangère, elle te dit « Ah mais c'est bon ?» ne me paye pas, mais j'espère que quand tu vas partager un dîner avec quelqu'un, tu vas me rapporter des nouveaux clients. En fait, je sais pas pourquoi, la première chose dans l'influence, c'est hallucinant, toutes les personnes qui me demandent d'aller former gratuitement leurs collaborateurs ou passer gratuitement 1h30 sur leurs problématiques business. Donc ça, il y a énormément ça et c'est que chez les femmes. Ouais, c'est ça que j'allais te demander. Et chez les hommes, pas tant que ça. Ils n'osent pas, en fait. Beaucoup moins. Parce que les hommes, peut-être, sont plus stricts. Enfin, les femmes ont peut-être beaucoup dit oui. Et donc maintenant, ils tentent en fait. T'as tout dit et puis il y a encore cette image d'accessibilité. Une femme n'est pas intimidante et du coup en général c'est pareil. Les dick pics, c'est les nanas qui les reçoivent. Mais aussi pourquoi? C'est parce qu'en fait il y a pas peur de représailles quand c'est une femme, c'est une petite chose chétive. Qu'est-ce qui va se passer? Au pire du pire, rien quoi. Au pire elle me bloque. Bon. Ouais. Donc on a moins moins de respect immédiat et le truc le plus chelou que j'ai reçu, c'était un mec qui me proposait d'être payé 30 € pour commenter sous ses publications. Ah, il y a des personnes qui font ça. Ouais, 30 € par commentaire. Okay. Et j'ai vu beaucoup de gens l'accepter, ce deal. Je savais pas que ça existait. Ok. Et écoute, ce qui m'a dérangé, c'est que c'est pas très transparent. Et ce qui m'a dérangé, c'est que même si, honnêtement, c'était un entrepreneur qui avait monté une vraie boîte respectable, qui postait sur l'entrepreneuriat. En fait, ce qui m'a dérangée, c'est la coercition. C'est-à-dire que, en fait, j'étais liée à un contrat qui m'obligeait à aller commenter une fois par jour ces posts. Alors, évidemment, il m'avait pas dit quoi commenter, quoi poster. Mais en fait, je me suis posé la question de quelle liberté je voulais avoir dans mon métier. Et un truc qui me permet toujours de me dire est-ce que je prends ce deal ou pas, c'est est-ce que publiquement, je serais OK. Est-ce que tu assumes, quoi? Ouais. Et tu vois, typiquement sur une opération dédicace de livre, toute mon équipe me disait, mais Caro, on n'est pas rentable si on dédicace le livre, vraiment. Parce que ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps et ça coûte cher de les envoyer soi-même et c'est de la gestion à faire en interne avec des équipes. Logistique. Voilà. Et en fait, ils m'ont dit, on a trouvé une super boîte et en fait, pour 1 €, ils font les dédicaces. Okay. Et tu vois, je me suis posé la question. En fait, j'étais là, j'entends votre point et je me suis dit en même temps, si demain, les nanas qui ont reçu mon livre dédicacé, elles apprenaient que j'ai payé une boîte pour marquer bonne lecture Marie-Aude à ma place. Moi, je serais hyper déçue.
est-ce que je serais au fond de mon lit ou pas? Et j'étais là, ouais, je serais au fond de mon lit, j'assumerais pas du tout. C'est horrible de faire ça. Je me mets à la place de l'acheteuse, je serais hyper déçue. Quitte à acheter un livre, sinon autant ne pas le dédicacer si c'est comme ça. Ouais, c'est prendre les gens pour des cons, en fait. Tu te sens dupé, trahi. Et tout ça pourquoi? Pour un livre qui, en plus, me rapporte 1 euro. Enfin, tu vois, c'est vraiment, là, je me suis dit, ça n'a aucun sens. Et on avait beau me dire que moi, j'avais aucun sens. C'est pour moi, si tu ne peux pas le porter publiquement, si tu peux pas dire face à quelqu'un publiquement, ah, mais non, c'est dédicacé par une usine dans le nord de Rouen. Si t'es gêné de l'assumer publiquement, il faut pas le faire. Voilà, pour les collabs, c'est mon mot d'ordre. Pareil. Tu parlais justement de photos douteuses qu'on pourrait recevoir, notamment si on était une femme. Toi qui es hyper présente sur les réseaux, j'imagine que tu fais face à pas mal de haters et de critiques pas forcément constructives. Comment tu réagis à tout ça? Parce qu'on parle beaucoup de santé mentale, qui est un vrai enjeu, un vrai sujet. Et ça peut intéresser plein de monde de savoir comment réagir aux haters. En fait, ça me touche toujours. J'en suis pas encore arrivée au point où je m'en fiche complètement. C'est vrai que il faut faire attention avec les notifications. Moi, je les enlève partout sur mon téléphone. Tu veux dire, quelle que soit la plateforme, toi? Parce que vous donnez à quelqu'un quand même l'accès à vos pensées en permanence. Oui, c'est un peu un spam négatif. Ça, en termes de santé mentale, c'est dramatique. Tu peux aussi enlever les couleurs de ton téléphone parce que, pareil, les couleurs nous hystérisent un peu, nous donnent envie de cliquer sur cette application. Moi, YouTube Studio, tu vois, quand il y a la couleur sur mon téléphone, j'ai envie de cliquer toutes les 2 minutes pour voir mes stats. Et du coup, voilà, en termes de santé mentale, déjà sur la gestion de la haine, enlever les notifications parce que sinon, ça veut dire que là, on passe un moment toutes les deux. Il y a mon téléphone sur la table et je reçois un truc qui te dit « mais ferme-la ». En fait, tu donnes vraiment accès à tout ça. T'as des choses comme ça? Ah oui. Ah, c'est sympa. J'ai pas beaucoup de haters, honnêtement. J'ai pas beaucoup de haters parce que je poste pas du tout sur des sujets clivants, forcément. Ou alors mainstream. En fait, moi, j'ai jamais vu quelqu'un me dire « oui, tu as recommandé tel outil alors qu'un tel est mieux ». En général, comme c'est des sujets d'expertise. Oui, on peut pas t'attaquer là-dessus. Non, pas trop. Mais ça va être peut-être, est-ce que ça va être sur comment tu t'exprimes, comment tu es habillée, ton physique? Ouais, j'ai eu un petit physique sur TikTok. La chance que j'ai, c'est qu'honnêtement, j'ai un physique assez passe-partout. Donc, j'ai pas eu trop de... j'ai surtout eu, moi, c'est la bêtise. On m'attaque beaucoup sur la bêtise. On te reproche on me dit beaucoup qu'elle cruche, elle est débile cette meuf, elle parle à qui? MDR. Ah oui, dans les vidéos. Dans les podcasts, il y a beaucoup de gens qui disent elle parle à qui? Et parfois, on voit la personne en face. Donc, j'ai un peu envie de leur dire, mais bon, regarde bien la vidéo. Je ne sais pas comment réagir à ça. Mais tu leur réponds? Tu réponds quand même? Non. Ouais, tu laisses. Il faut pas répondre. Franchement, tu perds pas de temps, quoi. Ouais, faut pas répondre, faut pas perdre du temps, faut pas alimenter. En fait, c'est des personnes qui attendent pas de réponse, c'est des personnes qui sont venues lâcher leur vomi. Et ce que j'ai eu, plus que des commentaires haineux, ce que j'ai eu, c'est du harcèlement, par contre. Voilà, des mecs qui disent oui, t'as pas le temps, prends mes questions, c'est quoi ton numéro, je dois t'appeler, tu dis que t'es accessible, mais en fait, t'es pas dispo. Qui n'a pas 20 minutes dans sa journée? Tu vois, ça, c'est des moments où dans ma vie, j'étais pas assez préparée. Et en fait, je répondais. J'étais là, ah, désolée, je vais pas pouvoir. Ah bon, mais qui n'a pas 20 minutes? MDR, tu te prends pour qui? Tu crois que t'es qui? Et j'ai reçu beaucoup de violence dans les MP plutôt, avec des profils. Et tu vois, il y a pas longtemps, il y a un des mecs notamment, pareil, qui m'avait pas mal harcelé. Il est revenu en fait avec un nouveau profil sur LinkedIn en me disant, tiens, Mignot, je t'ai pas oublié. Donc ouais, j'ai 2-3 arbis comme ça. Ok, donc il y a des gens qui ont vraiment du temps à perdre. Et du négatif. Ouais. Négatif, vraiment. Comme dans la rue, tu sens le climat est pesant. Et je pense qu'il y a aussi, c'est pas du tout pour les excuser, hein, il y a beaucoup d'anxiété en ce moment. Je pense que, tu le vois quand tu allumes les actualités, c'est dramatique ce qui se passe. C'est un peu anxiogène. Moi, je suis anxieuse alors que j'ai la chance de faire un métier que j'aime, d'être entourée de gens que j'aime. J'ai toujours quand même le recul de me dire, je suis une privilégiée. Et quand je reçois des commentaires comme ça, je sais que ça vient pas des gens d'en haut, tu vois. Ça vient des gens qui vivent de la précarité affective, qui vivent de la précarité. Et je peux comprendre la colère aussi. C'est pour ça que je fais très attention. Quand tu vois quelqu'un qui réussit, ça peut énerver. Et je pense qu'il faut faire attention aux signes ostentatoires. Je pense que c'est absolument génial qu'on parle d'entrepreneuriat. Mais je pense qu'aujourd'hui, parfois, les entrepreneurs, je comprends qu'ils mettent les gens en colère avec en affichant leur réussite. C'est pas la réussite qui me gêne. Pas la réussite, mais le... Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? Les signes extérieurs de richesse, tu veux dire? Ostentatoire, ouais. Ostentatoire, ouais. C'est exactement ça. Parfois, ça me gêne. Et ça me gêne quand je vois sur M6, tu vois, l'apologie de si là, on vient de donner 50 000 €, il faut que tu veuilles faire des millions en plus. En fait, je trouve ça bien de pousser les gens à la réussite, mais j'aime bien qu'on pousse les gens à créer des choses dans le bien commun. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est pas faire fructifier de l'argent. C'est comment est-ce que tu crées du bien commun. Et il y a une séquence dans Qui veut être mon associé qui m'a vraiment chamboulée et attristée. En plus, c'est un garçon. Je voulais en parler, justement. Vas-y, je t'écoute. C'est drôle. C'est un garçon que je connais, que j'ai rencontré en école, qui est la gentillesse incarnée et qui est un vrai entrepreneur parce que c'est un mec, c'est un visionnaire. Il est touche à tout. Et pour moi, un vrai entrepreneur, c'est quelqu'un qui est animé par le collectif, par le bien commun. J'ai envie de penser au-dessus de moi. Et ce mec-là est par contre un gros rêveur. Et en fait, c'est pas parce que tu parles d'un investisseur ou d'un entrepreneur qui entrepreneur qui venait présenter son projet d'accord. et qui s'est fait clasher par Anthony Bourbon, qui lui a dit « Mais toi, t'as pas un mindset d'entrepreneur parce qu'en fait, là, imaginons que tu reçoives 50 000 €. Là, qu'est-ce que tu fais ?» Déjà, c'est des questions qui sont très... Enfin, je trouve que c'est un petit peu... Ça donne une vision vraiment lacunaire de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est pas « on te donne 50 000 €, qu'est-ce que t'en fais ?» Et du coup, la version qu'il voulait entendre du candidat, c'était « Ah, ce que je voulais entendre de toi, c'est comment faire le plus possible fructifier cet argent. » Et je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, les discours qu'on a sur la réussite professionnelle, c'est faire fructifier l'argent. Pour moi, c'est pas du tout mon idée de l'entrepreneuriat. Et ben, c'est une super transition parce que on parlait d'entrepreneuriat et je trouve qu'on idéalise beaucoup et qu'on a beaucoup de clichés, de héroïsation de ces entrepreneurs qu'on voit typiquement dans Qui veut être mon associé. Et ça peut tromper, en fait, que ce soit sur la télé ou sur LinkedIn, ça peut être vraiment trompeur. Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat pour les mauvaises raisons, parce qu'ils pensent que c'est à la mode, que c'est une fin en soi. Que c'est facile. Et que c'est facile. Et je trouve que quand on voit ce type de profil, notamment à la télé, c'est assez faussé. Je trouve que ça peut décevoir les personnes. Je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que c'est vraiment des entrepreneurs stars comme ça qui sont vraiment des rôles modèles ou qui n'ont pas forcément la bonne vision pour des nouveaux entrepreneurs? Moi, ce qui m'attriste, c'est que l'entrepreneuriat soit tout le temps ramené à l'argent. Et ça peut sembler contre-intuitif parce que c'est une marketeuse qui te parle. Et moi, on me dit souvent, mais ton métier, c'est vendre plus. Non, mon métier, c'est vendre mieux. Et c'est hyper important parce que pour le coup, moi, je m'intéresse beaucoup à tous les méfaits de la surconsommation. J'essaye vraiment de m'éduquer sur ces sujets-là. Tu fais attention, toi, personnellement? Ah oui. C'est quoi un peu ta ligne de conduite là-dessus? Ma ligne de conduite, c'est que j'évite train à fond. Toi, c'est le train à fond. Ah oui, train à fond. Déjà, l'avion, je fais jamais la promotion de l'avion. Si ça m'arrive de prendre l'avion, donc typiquement, c'est une collab que tu refuserais si on te proposerait. Oh là là, 1000 fois oui. Et aussi, je pense, vraiment, moi, dans mes collabs, c'est jamais l'argent qui conditionne. C'est pas genre, ah tiens, ah ouais, mais ils mettent 20 000. C'est en fait, si c'est pas quelque chose qui va apporter à mon audience, si c'est pas une question qu'on pourrait me poser. Tu vois, par exemple, on m'a proposé une collab avec un fournisseur d'énergie. Jamais de ma vie, on est venu dans mon audience me dire, dis-moi, Caro, quel fournisseur d'énergie utilises-tu? Tu as pas de promo Non. Par contre, un assureur sur la retraite des femmes pour se couvrir, se protéger, c'est un instrument d'autonomie à fond. Des assureurs pour les indépendants parce que on n'est pas du tout préparé au fait que les indépendants en général, ils se disent, ah ben tiens, je suis plus salarié, c'est la liberté. Bah ouais, mais si t'arrive un truc et que tout d'un coup, t'as un délai de carence dans ton activité, que t'as des impayés clients, comment est-ce que tu fermes pas ta boîte? En fait, si ça n'apporte pas de valeur, vraiment, j'y vais pas. Non. Et donc, par rapport aux entrepreneurs qu'on voit un peu, qui starifient un peu la fonction, est-ce que tu trouves pas qu'il y a un manque de transparence un peu dans leur... Heureusement, la loi influenceur, moi, je trouve qu'ils ont mis trop de transparence dans la loi influenceur. On est obligé de mettre publicité partout. Donc, je vois, parfois, maintenant, je reçois des chocolats. Il y a pas longtemps, Merveille du Monde m'a offert des chocolats et je suis obligée d'indiquer produit offert. Et je suis là, putain, c'est comme si dans ta vie... Oui, je l'avais vu ta story. Mais oui, mais ça, en fait, je le fais parce que, évidemment, il faut que je montre l'exemple et c'est important. Mais je trouve, en termes de transparence, ils exagèrent. Ils devraient au moins dire produit offert si c'est une certaine somme. Parce que
franchement, quand je reçois des œufs en chocolat, mais c'est risible. Mes potes aussi, ils se foutent de ma... Parfois, quand tu vois, là, j'ai envie de dire produit offert. J'ai eu un verre d'eau, si je l'ai pas payé, mais du coup, pour mes audiences, je préviens. C'est un peu too much, mais d'un autre côté, voilà, c'est toujours pareil quand tu fais une loi. Voilà, ça ramène de la transparence. Je pense qu'à un moment, l'influence, ça a été n'importe quoi. Moi, quand je suis arrivée, que j'ai commencé l'influence, donc il y a 3-4 ans, mes amies qui étaient déjà dans le game, elles me disaient, mais Caro, on reçoit des collabs, on les payait au black sur Lydia. C'était genre vraiment, il y avait trop d'opacité, il y avait trop de magouilles. Personne n'était protégé parce qu'en plus, ils s'embrouillaient. Parce que quand il n'y a pas de contrat, quand il y a personne n'est protégé. Personne n'est protégé. Travaillait pas bien. Donc non, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de transparence, mais moi, ce que je trouve important, pour finir là-dessus sur la responsabilité qu'on a en tant qu'entrepreneur, en tant qu'influenceur, faut pas oublier que c'est des métiers où notre objectif, ça doit pas être augmenter nos revenus comme des cochons, parce que ça, c'est notre perte, c'est Icare. Par contre, ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que j'œuvre pour le bien commun? De quoi les gens ont besoin? Comment est-ce que je vais inventer des solutions qui vont transformer la vie des gens, la façon... Moi, aujourd'hui, je suis pas dans l'impact. Ma boîte, elle change des vies, mais je fais pas du bien à la planète peut-être un jour. Mais aujourd'hui, tu vois, mon projet... un impact différent. J'ai un impact... Enfin, moi, en tout cas, ça me fait vibrer encore hier, après la conférence sur la retraite. Il y a 2 nanas qui arrivent avec mon livre à faire signer. Il y en a une qui me dit « Ah, mais moi, je suis ingénieure agricole et je me suis lancée à mon compte grâce à toi. Et en fait, tu m'as donné envie de dire merde, en fait, j'y vais, go. » Et l'autre, elle était coach sur les finances personnelles. Et pareil, elle me dit, tu vois, quand j'ai pas le moral, je lis ton livre et ça me fait trop du bien. Super reconnaissance. Ouais, mais comme je te dis, le bien commun est très large pour ceux qui nous écoutent. Je vous dis pas de faire des choses absolument environnementales ou à impact, mais en tout cas, dans votre vie, si vous êtes juste concentré sur le revenu, on arrive à quoi comme société? Ça reste bloqué, quoi. Une société où il y a que des perdants. Parce que l'argent, ça n'a jamais résolu les problèmes de personne. Hein. Jamais. Les problèmes qu'on a, c'est tous les mêmes. Hein. C'est la reconnaissance et on n'a que des problèmes, en fait, légaux ou relationnels. Mais enfin, l'argent, c'est un cache-misère pour moi. Ça te permet de développer des choses, bien sûr. Ça te permet aussi, c'est un moyen de pouvoir investir sur toi. Parce que comme tu le dis souvent, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est d'investir sur soi. Ouais. Mais avoir de l'impact, construire des choses, recevoir de l'amour, rendre service, ça, en fait, ça peut résoudre tes problèmes. Enfin, j'en suis persuadée aujourd'hui. Et je te dis, c'est une marketeuse qui te parle. Évidemment que je traque mon revenu. Évidemment que je dois aller chercher de l'argent. Évidemment que quand je regarde toutes mes charges par mois, je me dis pas, tiens, je suis une entreprise philanthropique. Bien sûr. Mais il faut ramener dans l'entrepreneuriat du sens. Et dans la création du sens. Exactement. De la passion et les autres aussi. Tu vois, ça doit être des business tournés vers les autres. En parlant de tourner vers les autres, c'est toi qui vas m'adresser 3 petites questions maintenant. C'est un peu la particularité de Dialogue, c'est l'invité qui me pose des questions. Allez, c'est mon tour. Alors, ma première question, dis-moi, c'est très orienté business, mais parce qu'on n'a pas eu le temps de débriefer depuis janvier, c'est quoi ton objectif cette année? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Donc là, c'est marrant que tu demandes ça. Donc, côté objectif, c'est vraiment ce que je souhaite atteindre. Et on parle, quand tu demandes ça à quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu attends un chiffre. C'est vraiment un objectif, un projet. Moi, mon projet, c'est de développer beaucoup ce podcast qui me tient à cœur et qui a beaucoup de sens. Et aussi développer à côté mon activité, justement, de conférencière en entreprise sur les thématiques de handicap et de résilience. Et pour ça, parce qu'aujourd'hui, je ne fais pas du tout de promotion, j'en parle pas spécialement. Et c'est plus des sollicitations spontanées que j'ai, mais peut-être plus de développer... ma marque personnelle pour pouvoir être plus connue et me montrer plus crédible et experte sur le domaine, parce que c'est vraiment le gap que j'ai pas, parce que honnêtement je fais pas du tout ce travail-là d'aller chercher encore, voilà. Donc peut-être ça. Alors justement, ma deuxième question, dis-moi, c'est une parfaite transition. Qui est-ce que tu rêverais de recevoir sur le podcast ? Comme ça, on envoie un maximum de tags en commentaire. On va mettre la pression. J'aimerais bien Emmanuel Macron, quand même. Ah ouais. Voilà. Mais sinon, en termes de femmes... Il va falloir taguer, les gars. En termes de femmes qui est hyper influente et dans l'impact, dont on parle beaucoup récemment, c'est Sabrina Erlari, je ne sais plus exactement son nom, désolée, la CEO de Aromazone.
dont on parle beaucoup, qui est très discrète et qui n'est pas spécialement connue. Super marque. Mais voilà, dont on parle beaucoup. Et je pense qu'il faut vraiment que je la contacte parce que ça pourrait être complètement en phase Trop bien. avec le podcast. Ouais. Et ma troisième question, elle n'est pas de moi. Elle est issue de la tribu des mentors. Tu connais ce Non, pas du tout. C'est Tim Ferriss qui pose plein de questions à des entrepreneurs à succès. Okay. Et ces questions sont toutes les mêmes. Et je trouve que pour progresser dans notre façon d'interviewer, c'est trop intéressant d'aller écouter ou regarder ce bouquin. Et il y a une question que j'adore et à laquelle je pense souvent dans ma vie. C'est si tu avais un énorme panneau publicitaire juste au-dessus d'une autoroute hyper fréquentée, un énorme billboard, qu'est-ce que tu mettrais dessus? Eh ben, la réponse n'est pas de moi non plus, comme ta question. Mais c'est vrai que j'ai reçu Artus il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai que lui, il dit tout le temps que par rapport à toute la négativité qu'on a autour de nous, il y a un leitmotiv qui ressort souvent, c'est « viens, on s'aime » pour tout, en fait. Contre les conflits, contre toutes les critiques, la haine qu'on peut recevoir. Donc, pourquoi pas mettre ça sur un billboard? J'adore. Je pense que ça peut parler à tout le monde. Trop bien. Mais ça vient pas de moi. Mais c'est d'autant plus généreux de ta part. Et toi, qui tu me conseillerais comme invité? Qu'est-ce que tu veux démontrer ou montrer avec ton podcast? Alors, montrer justement la thématique du podcast, c'est sur les thématiques d'inclusion, de responsabilité en entreprise, que ce soit justement un impact par rapport à l'égalité homme-femme, au climat. Ouais. Ça peut être sur le Made in France. Ça peut être... c'est très vaste. Très large. Ça peut être des entrepreneurs comme des personnes plus business, des politiques, des artistes. Sur tes thématiques, moi, je pense à Maud Grenier, que j'adore. Et je trouve que... j'avais écouté la masterclass justement dans ton... Pour moi, quand on parle d'inclusion, ce sera toujours Maud Grenier, qui est à la fois une figure, je trouve, très moderne de ce future of work, qui dit, en fait, moi, je suis RH et LGBT. Et je trouve que c'est vraiment l'homosexualité dans le monde du travail. C'est un vrai gros tabou dont on parle pas trop parce que c'est pareil, on se dit « Ah, l'homosexualité, c'est un problème de riches ». Et en fait, je trouve que c'est intéressant. En tout cas, il n'y a pas de contenu sur le sujet. Et souvent, je me suis dit, est-ce que je le mets dans Marketing Square? Et après, je me disais, non, c'est trop écarté parce qu'on ne peut pas donner de méthode, tu vois, pour... Soyez gentils. On a fait du coup un podcast sur l'inclusion. Ensemble, mais là-dessus, tu vois, je trouve que c'est une thématique dans l'inclusion en entreprise qui est très peu abordée, la sexualité et la façon dont aussi tes collègues te font ressentir ou pas, tu vois, des questions gênantes au bureau ou des choses que tu entends dans le dos des gens parfois où tu te dis ah ouais, ok, c'est ça la culture de l'entreprise. Donc Maud Grenier, je pense à elle spontanément, elle est incroyable, c'est une de mes meilleures amies. Elle était dans ma liste. Et Alexia Borg, que tu connais peut-être. Alexia aussi. Sur le pouvoir de la solitude, en entreprise notamment. C'est intéressant aussi. Elle vient de sortir son livre, qui va être, je pense, un bon banger. Et pareil, avec son expérience mi-animatrice télé, mi-boîte de consulting pour les entreprises en transformation RH, ça peut être une bonne invitée pour toi aussi. Eh ben, très bien. Je note les deux noms. Moi, j'ai quelques petites questions pour toi pour terminer. Quand est-ce la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Ça peut être vraiment n'importe quoi. C'est hier soir, je suis allée voir la projection du film de Copains au cinéma. Et j'ai vu du coup sur l'affiche la tête de mes potes. Et je me suis dit, waouh, c'est trop bien, c'est trop bien. C'était Jocaris, Pierre de la Paris Creator. MK2. Et en fait, de voir des gens que t'aimes dans un cinéma, ça m'a fait vraiment quelque chose. Voilà. Incroyable. Ouais. Et je l'ai mis en story, j'ai dit, aller voir ses amis au cinéma, c'est sur grand écran, c'est une sacrée fierté. Ouais. Trop chouette. Qu'est-ce qui t'énerve le plus? Le manque de considération. Les gens qui font pas attention aux autres. Si dans la rue, par exemple, c'est quelqu'un qui te marche dessus, qui te dit pas désolé, ou qui va acheter un truc par terre en s'en foutant des autres. Et dans notre vie pro, c'est quelqu'un qui t'envoie des messages hyper désagréables en te disant sauf erreur de ma part, merci d'eux. Terrible. Voilà, c'est ça. Je comprends jamais les gens qui font ça.
Oui, ça envoie pas une bonne énergie. Ouais, c'est des gens qui aiment pas les autres, en fait. Ça, c'est vraiment un truc qui me met mal à l'aise. J'ai du mal à pardonner à ces gens-là. Parce que tu vois, à la rigueur, quand tu es en colère, sous le coup de... Mais des gens qui sont tout le temps dans le mood Oui. de rien De à reproches, de... ouais, rien à foutre des autres. Et en fait, je m'en fous de ceux qui sont autour de moi. Et C'est pas agréable. ça me repousse, ouais. Et il y avait quelque chose à laquelle j'ai pensé hier soir. Rien à voir. J'ai vu que tu faisais un petit peu de yoga et que tu étais très bavarde. Est-ce que tu penses que tu pourrais un jour faire une retraite silencieuse, une retraite qui s'appelle Vipassana? Je te verrais tellement pas. J'ai déjà fait T'as déjà une retraite silencieuse de 4 jours. Ouais. Et j'ai très envie de faire Vipassana. En fait, je suis bavarde quand on me lance sur mes sujets. Oui, quand parce que tu es passionnée sur... Ouais, parce que je suis très extravertie, en fait. Mais j'ai un très, très fort monde intérieur. Tu vois, de base, ma culture, c'est l'écrit. J'écris énormément. Et il y a plein de gens qui me disent, oui, t'en as pas marre, t'as pas envie de déléguer tes posts LinkedIn. Ah non. Parce qu'aujourd'hui, tu fais tout toute seule. Cette partie, l'écriture, je peux pas déléguer, c'est ma vie. Et en fait, ce que vous voyez en ligne, c'est 1/10 de ce que j'écris par jour. C'est vraiment, quand j'étais jeune, plus jeune encore, je voulais être écrivain. C'est vraiment un truc, j'adore ça. Et du coup, j'ai un carnet au pied de mon lit. J'écris le soir, j'écris le matin, je lis énormément. Et du coup, cette retraite n'était pas difficile pour moi parce que je pouvais lire. Et j'ai fait que lire Vipassana, ce qui est dur. Et c'est là où, par contre, on arrive à un point très sensible chez moi. J'ai du mal à m'ennuyer. Je suis hyper active. Et ce qui est dur avec Vipassana, pour ceux qui nous écoutent, pour moi, c'est pas de pas parler. C'est que c'est une retraite où tu ne dois pas lire ni avoir de distraction. Tu ne peux que méditer. Tu n'as pas le droit de dessiner. Tu peux pas écrire. Tu peux pas lire. Tu peux pas parler. Et ça implique de se confronter à soi. Et je trouve que ça, c'est dur. Ça doit être difficile. C'est pas parler. C'est s'ennuyer. Bah, challenge pour une prochaine fois. Il m'aura coûté cher ce podcast. Et enfin, c'est quoi la pire question qu'on t'ait posée en podcast? Ou la question que tu n'aimerais pas du tout qu'on te pose? J'aime pas quand on me demande mes revenus. Je trouve que cette nouvelle mode chez les entrepreneurs, ça m'agace énormément. On te demande tes revenus? Très souvent. Ok. Très souvent. J'ai même fait un dîner d'entrepreneurs qui était très sympathique, avec des gens extra. Et en fait, c'était les premières questions pour se connaître. Et le mec a proposé à tout le monde de dire combien il gagnait. De faire un tour de table au lieu de se présenter. Et j'ai été la seule. Et ça m'a pas mis forcément à l'aise, mais ça m'a été plus à l'aise que de donner mes revenus ou d'en donner des faux pour pas... voilà. Mais j'ai été la seule à dire, écoute, il s'appelait Martin. J'ai dit, écoute, Martin, en fait, j'ai vraiment pas envie d'aborder ce point-là. Je pense que, encore une fois, cette fascination des gens pour l'argent me met hyper mal à l'aise. Et je trouve qu'aujourd'hui, autant c'est important d'expliquer aux gens comment gagner de l'argent. Et moi, tout mon métier avec ce livre, avec le podcast, c'est d'expliquer aux gens comment mieux vendre et mieux se vendre, comment se valoriser, comment être payé à leur juste valeur, comment oser négocier, préserver leurs intérêts. Ça, c'est important et ça, c'est instructif. Dire aux gens combien tu gagnes, à part créer des frustrations, des biais de comparaison, complexer les gens. Et en fait, il n'y a pas de méthode. Quand tu dis à quelqu'un « je gagne X », c'est infertile. Et du coup, c'est une question qu'on me pose énormément. Et autant ça ne me dérange pas d'expliquer comment je price mes produits parce qu'il y a une leçon derrière. Autant juste braguer sur mes revenus, c'est vraiment pas le type d'entrepreneuriat que je veux défendre. Mais pourtant, on a dû peut-être le reprocher parce que comme tu as une culture américaine, de business un peu américaine, et que là-bas, ils sont très décomplexés sur le sujet, on t'a peut-être fait ce reproche-là en me disant, tu prônes un peu le côté US où on parle librement, pas en public. C'est pas encore un truc à reprocher, on va le mettre sur la liste. Tu vas donner des idées à mes haters. On me l'a pas trop reproché parce que, en fait, je communique sur l'argent. Je communique sur comment gagner de l'argent. Oui, voilà. Et j'explique aux gens, je vais expliquer voilà comment on a fait un gap de revenus, de temps. Je montre tous mes chiffres. Mais par contre, ce que je ne veux pas faire, et tu vois, il y a pas longtemps, on m'a demandé de faire un podcast pour décrypter tout mon patrimoine. Et en fait, quel est l'intérêt alors, je comprends. Quand tu es dans le secteur, par exemple, des boîtes comme Finari, leur modèle, c'est de faire du coup un podcast avec les entrepreneurs, comment ils ont investi leur patrimoine, tout ça. Je vois très bien l'intérêt, mais pour le coup, moi, je veux rester dans ce que j'ai à transmettre aux autres. C'est pas devenir riche.
Ce que j'ai à transmettre aux autres, c'est faites une activité qui vous permet d'être serein, de vous épanouir, de faire le bien commun, d'être fier de vous en vous couchant le soir, de mieux vivre vos relations aux autres et de vous épanouir. Moi, ce que je pense, c'est de la growth, de la croissance. Et c'est pas de la croissance que monétaire. Oui. Okay. Donc voilà, ça c'est une question à laquelle je réponds jamais, même en dîner. Il y a que mes amis, mes équipes qui savent combien je gagne par an. Sinon, oui, ça n'a pas grand intérêt. Je trouve pas que ça crée beaucoup d'intérêt. Je trouve pas que ça crée beaucoup d'amour de la part des gens de savoir combien tu gagnes. Par contre, comment toi tu peux les rendre riches, ça c'est intéressant. Ah oui, pas mal. Bah écoute, on va conclure sur ça. Merci beaucoup Caroline, j'étais ravie de te recevoir. Merci pour ta sincérité et tous tes bons conseils pour les entrepreneurs et pour tout le monde. N'oubliez pas d'envoyer un maximum de force à Virginie qui se lance. On commente, on like, on envoie au moins à un ami. Et puis surtout, dites-nous même en message privé comment est-ce que vous avez trouvé notre interview.